Les amis, j'avais envie de vous parler d'un personnage sur lequel il faut rien dire. Parce que la légende est trop belle, et comme on dit dans L'homme qui tua Liberty Valance, quand la réalité ne correspond pas à la légende, on imprime la légende. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Eh bien, avec François Mitterrand, c'est exactement ça. Alors, pourquoi je vais vous parler de François Mitterrand aujourd'hui? L'explication, elle est simple. J'ai beaucoup réfléchi pour vous la fournir. J'en sais absolument rien. Voilà. J'avais envie d'ouvrir un peu le dossier Mitterrand parce que, comme je vous l'ai dit, la légende est belle. La légende est belle. Mitterrand, tonton, le père du socialisme à la française, président, hein, deux septennats en France, deux septennats consécutifs. Voilà, on peut rien dire. On peut rien dire sur Mitterrand. Il faut rien dire. Et pourtant, quand on creuse le dossier du bonhomme, on a des choses extraordinaires que non seulement les gens de gauche ne veulent pas qu'on le rappelle, et on a même certains gens pas de gauche qui n'aiment pas forcément Mitterrand et qui ne sont même pas au courant de tous les dossiers de Mitterrand. Alors, votre serviteur en a parlé. Et j'ai mené l'enquête, j'ai essayé de mener une enquête assez complète, je ne vais pas vous mentir, je vais vous expliquer si vous voulez la recevoir, c'est une enquête à l'écrit que j'ai pu faire, sur laquelle j'ai bossé pendant plusieurs mois, pour justement résumer tous ces dossiers, résumer toutes ces dingueries. On l'a publié dans Juste Mensuel, tu vois, je vous en parlerai juste après. Si vous voulez recevoir tout ça, parce que je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, et en construisant mon enquête, j'ai appris des trucs. Donc je me suis régalé. C'était vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant à faire. J'espère qu'à lire, c'est pareil. On a quasiment 35 pages d'enquête sur Mitterrand, avec tous les dossiers, en tout cas la majeure partie des dossiers que j'ai pu vous résumer. Il y a un lien dans la description si vous voulez découvrir et recevoir cette enquête en format papier ou numérique, vous choisissez. Pas de problème, c'est le travail de Juste Mensuel, mais je vous le présenterai en détail tout à l'heure. Et je voulais revenir sur certains éléments. C'est le but de cette vidéo, revenir sur certains dossiers de Mitterrand qu'on a oubliés pour certains, qu'on ne veut pas voir pour d'autres, comme je vous disais. Alors, Mitterrand, on l'a dit, un seul président de la Ve République à avoir fait 2 septennats de suite, entre 80 et 95, avant qu'on passe au quinquennat. Donc, c'était 7 ans à l'époque, septennat, du latin septennat. C'est une figure évidemment mythique, évidemment clivante, et c'est vrai qu'on a quelques mots forts qui résument la carrière de Mitterrand, à savoir le cynisme politique et le culte de la gauche. Vous prenez tout ça, vous le mélangez et vous avez la carrière de Mitterrand. Alors, l'objectif de mon enquête, c'est pas de descendre Mitterrand parce que ça me fait plaisir. Ça pourrait être très intéressant et je pense que je le ferai d'ailleurs, faire la même vidéo sur un personnage aussi majeur que Jean-Marie Le Pen, par exemple, d'aller chercher les casseroles, des choses comme ça. Donc on le fera, vous connaissez la guinguette, chacun son tour. Voilà, j'ai l'impression d'être un petit peu juste milieu, c'est un petit peu le gangbang de l'actualité. Voilà, chacun son tour et tout le monde aura ses casseroles, évidemment. Mais sur Mitterrand, c'est vrai que je commence un petit peu avec lui parce que je trouve ça passionnant à quel point Mitterrand est resté dans la légende, alors qu'en vérité, on a quelqu'un, mais d'une ordurerie sans nom. Je vais être très clair, je vais peser mes mots maintenant. D'une ordurerie sans nom. Je vais vous raconter certaines pépites. Alors, j'ai eu beaucoup de sources pour préparer cette enquête. Vous verrez, pour ceux qui voudront la recevoir, j'ai quasiment 40 sources différentes pour faire ce travail de juste milieu à l'écrit. C'est comme en vidéo, mais on pousse plus loin à l'écrit. Et l'une des sources majeures, c'est évidemment le bouquin de Pierre Péan, sorti en 1994, Une jeunesse française, qui est l'enquête la plus... l'enquête la plus complète sortie en librairie à ce jour, où vraiment on a toute la carrière de Mitterrand par le menu. C'est plusieurs tomes, donc c'est très très long. Moi j'ai essayé de faire quelque chose de plus résumé, évidemment. Alors, l'un des premiers gros dossiers, peut-être le plus connu, on commence comme ça, et puis après, progressivement, on va aller vers des dossiers moins connus, c'est le lien entre Mitterrand et Vichy, évidemment. On le connaît, relation trouble, assez incertaine. Il est impossible de dire que Mitterrand était un vichiste convaincu. Il est impossible de dire que c'était un résistant. Mais il y a les faits. Au milieu de tout ça, il y a les faits. Alors, rapidement, Mitterrand naît en 1916 à Jarnac, comme quoi... L'histoire est bien faite, Il n'est pas né à Ponto-Combo, il est né à Jarnac. Donc
En fait, rien que ça, normalement, fin de la vidéo. Générique, on est bon. Non, non. C'est le hasard de l'histoire. Il est issu d'une famille catholique conservatrice. Entre 39 et 40, il va être fait prisonnier de guerre. Il va tenter de s'évader par 3 fois, ce qui rappelle d'ailleurs le parcours du général de Gaulle, pour le coup. Et Mitterrand va réussir à s'évader définitivement en décembre 1941, où déjà là, il y a une histoire où la personne qui l'a aidé à s'évader n'a jamais vraiment été remerciée. C'est une autre histoire, voilà, comme dirait l'autre. En janvier 42, ça se corse. Mitterrand va devenir fonctionnaire du régime de Vichy, du côté de la Légion française des combattants, puis au commissariat au reclassement des prisonniers de guerre, et clairement, il œuvre pour le régime de Vichy. C'est clair, c'est net, c'est précis, personne ne peut remettre ça en doute, mais à ce moment-là, on va avoir le début d'un double jeu. En gros, le jour, Mitterrand est un fonctionnaire de Vichy, et le soir, c'est un résistant. On apprend qu'il aurait eu des contacts assez marqués avec des membres de la Libération, des membres de la Résistance, pardon, puis de la Libération, évidemment. On apprend qu'il avait un nom de couverture, il avait un engagement assez clair, un engagement sur lequel parfois les preuves manquent, ou en tout cas sont assez fragiles. Et Mitterrand est peut-être l'un des premiers personnages à avoir permis de développer la notion de Vichysto-résistant, comme on dit. Vichysto-résistant, pardon. On ne sait pas, en fait. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux en même temps. Je mets cet élément-là au début parce que cette casserole de Mitterrand, c'est peut-être l'une des plus incertaines. Mais quand on voit le reste de sa carrière, on a envie de se dire, tiens, voilà. Mais il y a ce concept-là. C'est avec Mitterrand qu'on commence à dire que y a des gens qui ont fait un peu les deux, quoi. On fait un petit peu les deux. Alors, après 1945, le problème, c'est que l'ambivalence du parcours de Mitterrand va pas être franchement assumée. Pas être franchement assumé. Ça lui reviendra dans le museau plusieurs fois, notamment lors des campagnes politiques, évidemment, des campagnes électorales. Plusieurs fois, ses opposants vont rappeler ça. Et c'est un rappel qu'il ne faut pas faire. Parce que le problème, c'est qu'il y a certaines preuves. On pense à cette fameuse photo de rencontre entre Mitterrand et le maréchal Pétain. On y reviendra dans quelques instants. Il y a des preuves assez solides. Tu vois, c'est pas un jour Mitterrand, il a mangé un bonbon, manque de bol, c'était pas un dragibus, c'était un Vichy. Non, ça va plus loin que ça. Mais ce rappel, Mitterrand ne l'a jamais supporté. Vous vous rappelez peut-être de cette séquence connue, très connue, où Mitterrand déclare ceci. Avant d'entrer d'une manière active dans la résistance, est-ce que vous avez cru vous-même à Vichy, au régime de Vichy? Écoutez, je ne vais quand même pas passer mon temps à m'expliquer. Mais une fois, et on en parle Non, plus. une fois, pour tout, je l'ai fait 25 fois. Ça suffit. Ça suffit. Et je ne donnerai aucune explication, autrement que celle que j'écrirai moi-même. Voilà. Donc, Mitterrand n'aimait pas trop qu'on lui parle de ça. Alors, c'est vrai que, et ce qui est intéressant, c'est que cet argument a toujours été une bille pour les opposants au Parti Socialiste et plus largement à la gauche. On se rappelle cette séquence de Marine Le Pen en 2011, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où elle avait relancé cet argument. Pendant longtemps, l'extrême droite s'appuyait là-dessus lorsqu'on tapait sur Jean-Marie Le Pen et l'histoire de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen aimait bien rappeler ça concernant Mitterrand. On n'est pas aussi exigeant avec les autres mouvements politiques. Ils ont connu peut-être moins de condamnations pour racisme et antisémitisme. Pardon, monsieur, excusez-moi. De qui parlez-vous donc? Votre père lui-même, je crois, Non, a été condamné à Pujadas. plusieurs reprises pour certains propos. Monsieur Ça n'est pas un secret. Monsieur Pujadas, nous avons été dirigés 14 ans par un président de la République socialiste qui s'est fait remettre la francisque, c'est-à-dire la plus haute distinction du régime de Vichy, sans que personne n'ose venir demander à l'ensemble de ses successeurs des comptes sur cela. On est dans l'histoire, on n'est pas dans les déclarations présentes. Ah, tiens, pour une fois, on est dans l'histoire. Pour une fois, on n'est pas dans les mots. Ça n'est pas pour cette déclaration qu'il a été condamné. Monsieur Pujadas, je ne l'UMP conteste pas la et le de François Mitterrand. RPR, comme le Parti Socialiste, ont eu des dizaines et des dizaines d'élus qui ont été condamnés pour détournement de fonds, pour corruption, pour conflit d'intérêts. Un certain nombre sont encore ministres, je vous Voilà, donc c'était à l'époque où Marine Le Pen était encore à peu près pertinente, et c'est vrai que cette séquence, elle est intéressante, parce que Marine Le Pen tape dans le mille, soyons clairs. Les procès en historicité qu'on faisait à Jean-Marie Le Pen ou au RN, enfin, anciennement FN, d'avoir été fondés par des anciens vichistes,
Ben, quand on voit l'héritage de Mitterrand, on se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Alors, notez l'ironie de la séquence parce que je le vois dans le chat, certaines personnes qui le disent, c'est extraordinaire, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Hein, c'était il y a 11 ans, t'as Geoffrin, Nathalie Saint-Cric, Caroline Fourest, enfin, ça régale. Pujadas, c'est les mêmes, ça bouge pas. Et c'est les types qui tous les jours te disent, non, non, place aux jeunes. Phrase préférée de Morandini. Alors, on enchaîne pour vous dire à quel point sur la Seconde Guerre mondiale, certes, il faut nuancer et le concept de vichisto résistant autour de Mitterrand est quand même curieux. Mais le problème, c'est que le général de Gaulle lui-même, dès l'hiver 43-44, avait cerné le bonhomme. Il y a cette histoire qui est racontée dans C'était de Gaulle d'Alain Perfit, l'un des meilleurs biographes du général de Gaulle, qui raconte cette entrevue à Alger entre Mitterrand et de Gaulle. Mitterrand qui, à ce moment-là, a définitivement quitté son poste de fonctionnaire de Vichy. Il est entré dans la résistance de plein pied. Et il va voir de Gaulle pour demander l'entrée de Mitterrand dans un réseau de résistance. Parce que, là encore, on nous dit que Mitterrand est dans la résistance, mais en fait, on se rend compte qu'il n'appartient pas à un réseau spécifique et qu'il va quémander ça auprès de Gaulle pour pouvoir entrer dans la résistance officielle, on va dire, la résistance proche du général de Gaulle. Et de Gaulle va refuser. De Gaulle va refuser. Il va lui dire non. Il aura ce qualificatif connu d'ailleurs de Rastignac de la Nièvre. Il lui dira non. Tout ça parce que, et Marine Le Pen l'a rappelé, Mitterrand a été décoré de la Francisque. La Francisque, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la Légion d'honneur sous le régime de Vichy. Sachant cela, de Gaulle avait été bien informé, il a toujours considéré que Mitterrand était un agent double. Quoi qu'il fasse, c'était un agent double. C'était peut-être l'ancêtre du en même temps, si j'ose dire. Toute ressemblance avec une situation existante ou ayant existé est purement volontaire. Donc, de Gaulle lui-même avait flairé le bonhomme et avait dit non, pas de ça dans nos rangs, pas de ça dans la résistance, et notamment un réseau de résistants d'anciens combattants. De Gaulle avait dit c'est non. En échange, le général de Gaulle lui avait proposé un engagement militaire, de dire bah, si tu veux nous aider, vas-y, prends une mitraillette, on y va. Mitterrand a refusé. Il cherchait plutôt un poste politique, ou en tout cas ce qui allait être un poste politique, parce qu'à l'hiver 43-44, rien n'est joué. Donc, pour vous dire que tout ça est quand même pas si certain, et que difficile de mettre en doute le pif du général. Sur l'épisode de la Francisque, je vous l'ai dit, donc c'est au début de l'année 43, entre janvier et mars 43, je crois la datation est pas très précise. J'ai jamais réussi à trouver la date exacte de cette cérémonie de remise de la Francisque entre le maréchal Pétain et François Mitterrand. Donc, on a vu la photo, je vous l'ai montré, Mitterrand reçoit la Francisque des mains de Pétain. Le fait qu'il ait été nominé pour recevoir ce joli prix nous a permis d'apprendre quelques années plus tard que cette décoration avait été parrainée par Gabriel Janté et Simon Arbello, qui étaient des anciens membres de la Cagoule. Donc la Cagoule était, si vous voulez, une milice d'extrême droite, mais extrême droite des années 30. Hein, donc je vous fais pas un dessin. C'est comme le disco. Bah, c'est mieux dans les années 70. Aujourd'hui, tu vois, t'as Clara Armanet, là, ou je sais pas quoi, qui chante le dernier jour du disco. Bon, bah, c'est de la merde. Bonhem, Rasputin, ça régale. Bon, bah, l'extrême droite, c'est comme le disco. C'était mieux avant. Enfin, c'était mieux, je m'entends. Vous avez compris la vanne. C'est-à-dire que dans les années 30, quand on te parle d'extrême droite, c'est pas Bardella. Hein, Bardella, c'est l'extrême droite Dragibus. L'extrême droite des années 30, ça s'appelle la Cagoule. Et c'est pas le nom d'un club échangiste que pourrait fréquenter Bardella. Non, c'est la Cagoule. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est chaud, tu vois, quand t'es parrainé par deux types de la Cagoule pour te faire remettre une récompense par le maréchal Pétain. Voilà, hein, si tu veux, en termes d'extrême droite, la différence avec Jean-Philippe Tanguy, t'as quand même un boulevard entre les deux. Bon, il y a un formulaire on retrouve des traces, hein, et c'est très bien exposé dans une jeunesse française de Pierre Péan. Mitterrand va signer un formulaire pour l'obtention de la Francisque, où il écrira, je cite, « Je fais don de ma personne au maréchal Pétain comme il a fait don de sa personne à la France. » Alors, on reste dans l'incertitude. Malgré tout ce que je vous dis, ce serait une erreur et une connerie de ma part de vous dire Mitterrand était vichiste au possible et collabo au possible. Il y a un entre-deux. Comme je vous l'ai dit, on a ce concept assez abscon de vichisto-résistant qui a été créé presque pour Mitterrand en vérité, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont été fusillés. Hein. Il y a eu d'autres qui ont eu un traitement qui n'était pas le même. C'est comme au Club Med, tu as 4 fourchettes, où tu arrives, tu as le cocktail d'entrée, le petit feuilleté à la saucisse. Ça, c'était Mitterrand. Et après, tu as eu les autres qui avaient une fourchette,
bon, t'as un verre d'eau, des chiottes et une poignée de cacahuètes. Bon, ben ça, c'est ceux qui étaient fusillés. Bon, alors Mitterrand, il a été bien accueilli. Donc on a dit, c'est pas si sûr. Donc on a refait un petit peu l'histoire. Et il y a vraiment deux bords qui s'affrontent sur l'interprétation à donner sur le rôle de Mitterrand durant la Seconde Guerre mondiale. On a par exemple quelqu'un comme Henri Rousseau qui évoque le fait que Mitterrand ait intégré Vichy comme une sorte de couverture pour ses activités résistantes, et d'autres pensent que c'était du pur opportunisme carriériste. Mais là-dessus, vraiment, je préfère être tout à fait honnête avec vous et de dire, voilà, il y a vraiment deux possibilités. Maintenant, je vous donne quelques éléments de preuve, vous en pensez ce que vous voulez. Puis comme d'ailleurs tout le reste, vous pensez ce que vous voulez. On avance. Une autre grosse casserole de Mitterrand, c'est l'attentat de l'Observatoire. Et là, on commence à rentrer dans les dossiers où, voilà, comme on dit, moins de 20 ans, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, évidemment, le contexte de l'attentat de l'Observatoire. Nous sommes en 1959, à la fin de l'année 1959, et à ce moment-là, François Mitterrand n'est pas vraiment un personnage politique de premier plan, il est marginalisé dans son propre parti, du côté du Parti Socialiste, ce qui était la forme du Parti Socialiste à l'époque. Il est en perte de vitesse et ça sent pas bon pour lui. Franchement, il est loin de l'Élysée, comme on dit. Il est loin de l'Élysée. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, et tout ce que je vous dis est tiré d'un article du Monde, il y aura toutes les sources en description, je vous ai mis toutes les sources dans le dossier que j'ai publié dans Juste Mensuel. C'est un article du Monde d'octobre 1959. Je fais les archives, c'était assez intéressant. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1959, Mitterrand, qui est alors sénateur, va prétendre être victime d'un attentat. 7 balles vont être tirées sur sa voiture, avenue de l'Observatoire à Paris, donc d'où le nom d'attentat de l'Observatoire, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et le récit officiel va très vite s'imposer. C'est une tentative d'assassinat de l'extrême droite. Comme quoi, on n'a pas beaucoup changé. C'était il y a 60 ans, même 70 ans bientôt. Ça n'a pas beaucoup évolué. C'est toujours l'extrême droite. Voilà. Bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, on pouvait le dire. Après, non. Après, fallait trouver d'autres choses. Bon, là, non. Mais très vite, on nous explique que c'est la piste officielle, c'est l'extrême droite. D'autres gens vont être accusés, évidemment, mais on met surtout en avant l'extrême droite. À ce moment-là, on a un certain Robert Pesquet, sûrement rien à voir avec l'astronaute, qui est un ancien député et qui révèle dans Rivarol, journal d'extrême droite, dans un article du 21 octobre 1959, Robert Pesquet explique être le responsable du faux attentat. Il fait une sorte de conférence de presse et il dit que ce faux attentat a été simulé par François Mitterrand, que Pesquet et Mitterrand se sont entendus pour mettre en place ce faux attentat, de sorte à ce que Mitterrand puisse regagner de l'audience politique et donc obtenir un nouvel intérêt, obtenir une nouvelle grâce auprès du grand public. Alors, vont s'en suivre beaucoup d'événements. L'attentat de l'Observatoire, dans mon enquête écrite, j'ai essayé vraiment d'être beaucoup plus précis que ce que je vais vous dire là, parce qu'il y a eu énormément d'épisodes. Énormément. Mais une fois de plus, quand on voit la carrière de Mitterrand, à chaque fois, on ne peut pas conclure. Je ne peux pas vous dire à chaque fois, là il a menti, là il a fait ci, là il a fait mi. Mais la vie de Mitterrand est une longue succession d'histoires du genre où c'est pas lui. Voilà, on dirait Jack Lang et la pédocriminalité. C'est jamais lui, mais il est toujours au milieu de ce genre d'affaires. Donc François Mitterrand, pour vous donner vraiment les grandes étapes de cette histoire de l'attentat de l'Observatoire, le 22 octobre 1959, Pesquet va confirmer ses accusations dans une conférence de presse. Il va dévoiler des lettres préparatoires à l'attentat pour expliquer en fait ce qui allait se passer. Il va y avoir des relations troubles entre les deux hommes. François Mitterrand va être condamné, d'ailleurs c'est l'une de ses rares condamnations dans sa vie, le 9 décembre 1959, parce qu'on apprend qu'il a dissimulé au juge des rencontres avec M. Pesquet. Donc rien n'est clair. Rien n'est clair dans cette affaire. Il va y avoir, je vous l'ai dit, beaucoup de péripéties judiciaires. Enfin, c'est très compliqué. Vraiment, c'est l'une des casseroles sur laquelle j'ai plus galéré à proposer quelque chose qui se tenait dans mon enquête, parce que franchement, c'est tendu. Il y a vraiment beaucoup d'étapes d'intervenants. L'un des virages les plus intéressants, ça va être dans l'Express. Donc, le 29 octobre 1959, l'Express va publier la défense de François Mitterrand, qui est alors directement accusé. Vous avez beaucoup de membres du gouvernement qui se retournent contre lui. Son propre parti socialiste se retourne contre lui. Donc, la thèse d'un attentat fomenté par Mitterrand lui-même prend.
Et c'est ce qui vraiment prend la place dans les médias et les gens commencent à se retourner contre Mitterrand. Le 29 octobre 1959, l'Express va publier la défense de Mitterrand. C'est une grande lettre de 3 pages. Mitterrand nie tout en bloc. Il nie tout. La lettre s'intitule « Ce que j'ai à dire ». Mitterrand va admettre une erreur de vigilance, qu'on ne comprend pas trop le contexte de la vigilance sur un événement duquel il était censé pas être au courant. Et ce qu'on a appris un petit peu plus tard, alors là encore, hasard de l'histoire, je vous l'ai dit, c'est ce qui est passionnant avec la vie de Mitterrand, c'est que le hasard fait bien les choses. On a appris des décennies plus tard que le directeur de l'Express à l'époque, un certain Philippe Grumbach, était un agent du KGB. Alors, lien, pas lien, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de choses qui vont s'entremêler. Là encore, par le hasard, en novembre 1966, donc 7 ans plus tard, l'affaire va être classée par un non-lieu, en gros, grâce notamment à la loi d'amnistie générale de juin 1966. Mitterrand lui-même, qui a été poursuivi, va être blanchi, et on ne reparlera plus jamais de l'affaire de l'attentat de l'Observatoire, qui est pourtant vraiment l'un des vaudevilles politiques, on va dire, les plus connus, mais qui reste encore aujourd'hui un mystère. Sur l'attentat de l'Observatoire, on ne sait pas. Alors effectivement, pourquoi j'ai envie de l'appeler Robert Robert Pesquet, parce qu'il s'appelle Robert. Robert Pesquet est revenu sur l'affaire plusieurs fois. Il maintient en gros sa version, mais jusqu'à présent, c'est un cold case, comme on dit, c'est une affaire froide où on ne sait pas. Voilà, on ne sait toujours pas. Mais il n'est pas impossible que Mitterrand ait organisé un attentat lui-même, contre lui-même, pour regagner l'opinion publique. Donc pour vous dire le bonhomme qu'on a en face de nous. Par contre, ce qui est certain, et là on va rentrer dans le dur sur une autre casserole, c'est le fait que Mitterrand ait parfaitement instrumentalisé l'extrême droite. Il y a l'affaire de Carpentras, je reviens dessus dans mon enquête pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire. Mitterrand est très clairement celui qui a théorisé et mis en place la nécessité de l'extrême droite pour que le système se maintienne. Après sa défaite au présidentiel de 1974, il n'a qu'une idée, c'est de gagner en 81. D'ailleurs, il va gagner. Mais à ce moment-là, la droite est forte. La droite est trop forte. Elle a d'ailleurs gagné. Et l'idée de Mitterrand, elle va être très simple. C'est d'encourager la poussée de l'extrême droite, où à ce moment-là, c'est Bubule, où effectivement on trouve à la tête du FN des types peu fréquentables. On trouve un certain Jean-Marie Le Pen, qui revient de la guerre d'Algérie, et qui... enfin, on est dans le contexte de la guerre d'Algérie, pardon. On retrouve un certain Jean-Marie Le Pen, certes de Bretagne, le menhir, qui commence vraiment à faire parler de lui. Ça prend un petit peu de place, mais le FN, c'est Bubule. Il y a 0 député, aux élections, il n'y a rien. Tu vois. Et Mitterrand va avoir une idée aussi diabolique qu'intelligente, qui est de dire, on va encourager l'extrême droite, on va encourager l'augmentation électorale de l'extrême droite, la présence de l'extrême droite dans les débats, de sorte à cloisonner la droite. C'est-à-dire, il va y avoir les gens de droite qui auront plus ou moins les mêmes idées que le FN. On va dire, vous êtes des nazis, vous êtes des collabos. Et puis pour ceux qui ne se positionnent pas clairement hors du FN, qui avaient des idées assez proches de la droite de l'époque, eh ben ces gens-là vont être décrédibilisés. Et c'est là que naît ce fameux arc républicain, ce fameux camp républicain. Vous savez qu'on nous ressasse à chaque élection. C'est là que naît l'histoire. Dans mon enquête papier, je développe beaucoup plus la chose pour bien comprendre à quel point tout ça est lié et que c'est à cause ou grâce, c'est selon, de Mitterrand qu'on en est là. Mais c'est lui qui va mettre ça en place. En 82, il était devenu président de la République et il va offrir un accès médiatique à Jean-Marie Le Pen. C'est acté. Il y a vraiment des sources qui valident ça. Je les ai mises dans mon enquête où Mitterrand va théoriser cela, il va parler de stratégie de pluralisme contrôlé, et son idée, c'est d'instrumentaliser le pluralisme pour faire monter l'extrême droite, en disant tout le monde doit parler, donc l'extrême droite doit parler, mais l'extrême droite, c'est des nazis. Et s'ils peuvent grignoter les plates-bandes de la droite, c'est encore mieux. Donc le but est clair, c'est diviser la droite, positionner le PS comme seul rempart démocratique, donc c'est le même chantage qu'aujourd'hui. Et Mitterrand va par exemple instrumentaliser la question de la proportionnelle. Pour ça, attention, quand un gouvernement vous parle de proportionnelle, c'est pas très bon. En tout cas,
dans leurs intérêts à eux. Pour le peuple, c'est bien la proportionnelle, mais souvent, ça se fait pas dans l'intérêt du peuple. En 85, il va y avoir une grande réforme électorale portée par Mitterrand, qui va porter sur le scrutin suivant, scrutin donc à la proportionnelle, avec une dose de proportionnelle, comme on dit, pour les législatives de 86. La conséquence va être directe, le FN va entrer à l'Assemblée avec 35 députés. C'est un tremblement de terre. Et dans un bouquin de Franz-Olivier Gisbert, La fin d'une époque, sorti en 93, on apprend que Mitterrand aurait assumé préférer, je cite, quelques députés FN au retour de la droite. Donc il ne s'en est jamais caché. Jamais caché. Et ça, c'est Mitterrand. Enfin, c'est ça. Tu vois, c'est l'entre-deux permanent, l'instrumentalisation permanente, la création de fausses affaires. Alors, il y a une affaire très sensible, très franchement, sur laquelle je ne vais pas revenir sur Twitch et YouTube. Je l'ai mise dans mon enquête papier, après je vous en parlerai parce que je suis très fier, pas que de mon enquête, mais du boulot qu'on fait avec les revues. Je vais vous en parler. J'en parle pas souvent. Je sais que ça peut saouler certains de faire la pub et tout, mais c'est comme ça. On n'a pas d'autres relais de com, donc je suis fier du boulot de Juste Milieu et je vais vous en parler. Mais c'est l'affaire de l'attentat de Carpentras, qui est une affaire sordide, d'un cimetière qui a été vandalisé, d'un corps qui a été exhumé, et Mitterrand qui a instrumentalisé ça d'une manière... Mais c'est même plus cynique, c'est au-delà du cynisme. Vraiment, les macronistes à côté, c'est des Playmobil, vraiment. Il y a l'affaire de Carpentras, que je traite dans le deuxième volet de mon enquête. Il y a la mort de Coluche, évidemment, qui doit revenir sur la table, même si là encore, les preuves ne sont pas définitives, mais il y a des éléments plus que suspects. Il y a l'opération satanique, hein, et c'est pas moi qui l'ai nommé, hein, c'est Mitterrand qui a nommé cette opération comme ça. Donc pour vous dire quel bonhomme on a en face de nous. Hein. L'affaire des écoutes de l'Élysée, évidemment. Et ce qui est passionnant, en fait, ce qui m'a plu dans l'histoire de Mitterrand, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est un personnage central de la vie politique française, mais normalement, c'est un personnage qui devrait être aux oubliettes, ou qui devrait être dans le camp des vilains. Et en fait, Mitterrand, tout ce que je vous dis, a été complètement effacé, complètement oublié, et on a mis de côté ce qui ne collait pas à la légende. Donc, tout ça, je l'ai publié dans le Juste Mensuel de février et mars, hein, je peux vous montrer, tu vois. C'est un peu la mise en page, vous présenter le travail. Ça, c'est Juste Mensuel, tu vois. Ça ressemble à ça, c'est sympa comme tout. Ça, c'est ma rubrique, tu vois. Oh la merde, c'est là. Tu vois, Juste Milieu parle aux Français. T'as vu, c'est officiel. Les dossiers noirs de François Mitterrand. Ça, c'est le tome 1, enfin la partie 1. Et la partie 2, dans le numéro de mars, je vais vous montrer, tu vois. Tac, tac, tac. Ça, c'est la partie 2. Donc, il y a plein d'autres choses hein, dans Juste Mensuel. Il y a Marie qui a sa rubrique. Tu vois, par exemple, dans le numéro de mars, je peux vous parler du sommaire, hein, pour ceux qui veulent découvrir. Alors, je vous explique pourquoi je vous parle des numéros. C'est que pour ceux qui veulent recevoir l'enquête que j'ai écrite sur Mitterrand, on l'a publié, comme je vous l'ai dit, dans les numéros de février et mars 2025. Et on vous a préparé un pack. Alors, vous avez la version numérique. Si vous voulez recevoir la version numérique en vous abonnant à Juste Mensuel, on vous offre cette enquête en cadeau, c'est normal. Vous avez un lien là dans la description. Je vais vous donner le lien dans le chat de Twitch pour ceux qui veulent prendre leur abonnement. Sur la version numérique, on vous enverra tout de suite par mail, dès que vous avez pris votre abonnement, on vous enverra par mail les deux contenus. Donc le numéro février-mars, et après vous êtes abonné, vous choisissez hein, la durée de l'abonnement, si vous voulez numérique papier, tout est bien fait, tu vois, c'est bien foutu. Et puis si vous voulez le papier, on vous envoie les 2 numéros avec donc l'enquête en intégralité. On a 130 packs. On a des colis qui sont prêts chez l'imprimeur. On a fait le point cet après-midi d'ailleurs. On a 130 packs. Donc il y a 130 packs avec les 2 numéros concernés. Plus vous allez recevoir le numéro de Juste Mensuel qui arrive et ainsi de suite. Et vous êtes abonné sur le temps que vous voulez. Donc dans Juste Mensuel, pour vous présenter, parce que je sais que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'on fait, tu vois, le sommaire, il ressemble à ça. Il y a plusieurs trucs. Bah oui, il n'y a pas que moi qui écris. Dans le numéro de mars, par exemple, on a Marie, que je salue et que j'embrasse, qui nous a écrit un article sur les radars. Radars cachés, voitures privées, les cauchemars des automobilistes. Ça, vous savez, ce sujet, on en a un petit peu parlé. Sur les voitures privées, par exemple, vous en avez autour de chez vous. Hein, sur des voitures qui ne sont pas banalisées et qui fonctionnent comme des radars. Donc vous pouvez vous faire chipper, vous ne savez pas d'où ça vient. Elle a enquêté là-dessus, c'est assez sympatoche. On a Loïc Besnier, que j'embrasse, qui est un camarade. Lui, il a une rubrique cinéma, où il parle de films qu'il aime bien, c'est un fou furieux de cinéma, et il les branche avec l'actualité, pour offrir un angle d'analyse plutôt chouette. Il y a la discothèque. Marie, encore, nous propose tous les mois
un document musical. Voilà, une enquête musicale. Elle a fait ABBA, là c'est Starmania, elle a fait Renaud. Il y a de tout, en fait, de tout pour s'intéresser un petit peu à la culture. C'est l'esprit juste mensuel, c'est l'esprit juste milieu dans nos enquêtes papier. Et je sais que certains, si je vous en parle, comme je vous ai dit, les amis, c'est que je suis très fier du boulot qu'on fait. Et c'est le but de faire de Juste Mensuel vraiment un média complet, avec des formats différents, avec des travaux différents, où ces enquêtes-là, c'est une autre manière de bosser, une autre manière. Hein, c'est pas comme les vidéos, c'est plus de, entre guillemets, plus de boulot, tu vois, d'écrire tout ça, de machin et tout. Mais ce qui me plaît, c'est ça, quoi, tu vois. On a une revue, on a même 2 avec le banquet. C'est le fait de vous proposer un contenu concret, papier, que vous pouvez recevoir chez vous, vous pouvez faire la collecte, vous pouvez mettre sur vos tables, partager avec vos amis. Il y a un vrai taf, voilà. Oui, on demande du pognon. Ouais, c'est vrai, on vend des trucs. C'est vrai que j'ai un discours de vendeur de tapis, t'as vu? Je t'ai présenté mon truc, il est beau, mon journal. Mais en même temps, je sais ce que je vends. Je sais ce que je vous propose. Et je peux le défendre auprès de n'importe qui. Parce que je vous rencontre, je vous vois dans la vraie vie. Après le spectacle, si on vous envoie de la merde, vous allez me croiser, vous allez me dire, Rémi, c'est de la merde ton truc. Donc, je sais que ce qu'on fait, j'en suis fier et je sais que c'est bien. Et c'est pour ça qu'on vous le propose. Enfin, je sais que c'est bien. En tout cas, tout est fait pour que ce soit bien. Après, vous avez votre avis. Mais c'est vraiment l'idée. C'est vraiment le projet. Juste Mensuel, on en est au numéro 42 aujourd'hui. Et c'est une aventure qui est chouette et qui, je pense, donne de l'épaisseur à juste milieu. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous présentez la revue avec 7 enquêtes sur François Mitterrand. Comme je vous ai dit, on a les 2 packs qui sont prêts à partir. On a 130 colis environ. C'est les derniers. Puis après, on n'a plus de stock. Généralement, on ne fait pas réimprimer nos enquêtes. Donc voilà, lien en description si vous regardez l'extrait sur YouTube. Je vous ai mis le lien dans le chat pour Twitch. Et puis voilà, les amis. C'est que du plaisir. Voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, les copains, sur Mitterrand. Et puis sur plein d'autres choses. Hein. À 18h02, on va pas traîner. On va pas traîner, c'est le week-end bientôt. Non mais je vous avais dit 2 heures d'émission, on n'est pas loin. Socrate Chableux qui dit Jean Edernalier, effectivement, j'en parle en enquête, c'est un personnage dont on parle beaucoup quand on étudie la Mitterrandie. Stratus 13 qui dit je me dis qu'aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont car les pourris au pouvoir ne se cachent plus, absolument. Fléau 93 qui dit la rubrique bouquin, qui s'en occupe, c'est moi. C'est moi. Tous les mois, je mets en avant 2 bouquins que j'aime bien. C'est moi qui écris les petites critiques. Ouais, ça ressemble à ça. Tu vois, la discothèque, c'est ça. On a une petite maquette sympa, on bricole. Tu vois, là, c'était Elvis Presley. Victime ou... Attends, merde, c'est là la caméra. Tu vois. Tac. Victime ou génie du capitalisme américain. C'est Marie qui nous avait écrit ça. Et puis, les petites critiques de bouquins, ça ressemble à ça, tu vois. Je mets des trucs que j'aime bien, il y a des BD, il y a des polars, il y a un petit peu de tout. Et ce que j'aime bien, donc voilà. Philanthrope, Mitterrand, beaucoup de flou, peu de certitude. Complètement d'accord avec toi. Mais au bout d'un moment, plus il y a de flou, plus il y a un loup. Hein, c'est-à-dire que le hasard 14 fois, c'est plus le hasard, c'est une statistique. Et avec Mitterrand, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est ce que je trouve intéressant. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en avant dans mon enquête, c'est que je pense franchement qu'à la fin, quand on a lu tout ça, même en acceptant l'idée en prenant les cas de manière différenciée, de manière isolée, on peut se dire, ok, le hasard, au bout de 10 casseroles que je mets en lumière, ouais, le hasard, il a bon dos. Donc c'est ce que je trouve assez passionnant, en fait, dans le cas de Mitterrand.